Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Média TV. Alors, mon enfant est timide, il manque de confiance en lui, des qualifications qui vont souvent de pair. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est la part de l'inné et celle de l'acquis? Est-ce que c'est un trait de caractère, une faiblesse? Faut-il chercher à booster cet enfant? Et surtout, comment? Les explications dans un instant. Ensuite, l'interview santé sur ces allergies respiratoires qui viennent de nos intérieurs, de nos maisons, avec l'ORL Amin Hississine. A tout de suite pour les détails. Et tout de suite, les explications avec les spécialistes. Ibtissam Benjeloun, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je rappelle que vous êtes psychologue, également en milieu scolaire, thérapeute familial et couple, et également coach. Et Marim Zaim, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach familial et scolaire, ancienne directrice d'établissement, informatrice pédagogique. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. Alors, on va d'abord commencer par faire la différence entre toutes ces appellations. Timidité, confiance en soi. Quelle est d'abord la définition de la timidité? Ensuite, on verra celle de la confiance en soi. Madame Benjeloun. Alors effectivement, quand on parle de timidité, on parle toujours, enfin très souvent, on l'accompagne avec la problématique de la confiance en soi. Mais la timidité, par rapport à la confiance en soi, elle est plus basée sur le rapport à l'autre. C'est le regard de l'autre sur moi. C'est ça pour la timidité. Oui, c'est ça. La timidité, elle est plus, c'est la peur du regard de l'autre, du jugement, d'être rejetée, de ne pas être aimée, de ne pas être aimante. Mais c'est plus par rapport à comment l'autre me voit. Alors que la confiance en soi, c'est plus une problématique de jugement de soi par rapport à soi. C'est comment moi je me perçois, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, et donc on ne prend pas de risque. Ça. Mais c'est un peu la même chose, parce que si l'autre me regarde, on va dire, négativement, il peut déstabiliser quelque chose en moi, c'est possible, et je peux aussi avoir ce regard négatif sur moi. En fait, ce n'est pas vraiment la même chose parce que on peut, d'abord, qui dit timidité, c'est ce que je disais, il y a souvent un manque de confiance en soi. Mais quand on manque de confiance en soi, on n'est pas forcément timide. Parce qu'on peut aller prendre la parole devant les autres, même si j'ai peur d'échouer, mais je peux quand même prendre la parole devant les autres. Alors que quand je suis timide, il y a une barrière, je suis bloquée, je n'y arrive pas. J'ai les mains moites, je commence à avoir peur, la gorge serrée, et c'est une incapacité. Ok, d'accord. J'ai du mal à faire la nuance entre les deux. Elle n'est pas très, évidente, mais c'est plus, ça s'accompagne, mais ce n'est pas toujours le cas. Ok. Madame Zaim, vous pouvez nous aider sur la nuance entre les deux? Pour faire simple, timidité, c'est peur, comme elle a dit, peur du regard de l'autre, peur du jugement de l'autre. Oui. De l'image que je transmets, l'image que les autres perçoivent de moi. Le manque de confiance en soi, c'est de se dire je ne suis pas capable ou douter de ses capacités, douter de ses compétences, douter de soi. Globalement, est-ce que je suis capable de faire correctement les choses ou pas? Est-ce que c'est tout le temps se remettre en question? D'ailleurs, la confiance en soi, c'est le fait de contourner ces peurs-là et d'aller de l'avant et d'avancer. Parce qu'on a tous des peurs par rapport à notre image, par rapport à nous-mêmes, à notre confiance en nous. Il y a toujours un questionnement interne. Mais la confiance en soi, elle est dans le fait de dire, d'accord, j'ai ces peurs, j'ai peut-être peur du jugement des autres, mais ce n'est pas grave, je vais l'assumer, je vais assumer l'échec, je vais assumer le fait de ne pas faire parfaitement les choses et j'avance. Alors que le timide, c'est surtout comment je vais être perçue. C'est le regard de l'autre. Comme elle a dit, c'est externe, alors que la confiance en soi, c'est plutôt interne. Ok. Alors, le sujet, c'est vraiment la timidité chez l'enfant. Et donc, on se dit un enfant, quand même, et on les voit, hein, tout petits, peuvent se cacher déjà derrière leurs parents, derrière la maman et tout ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'il se comporte comme ça? Qu'est-ce qui fait que cet enfant, à cet âge-là, se comporte comme ça? Donc, on va un peu plus loin, on se dit, est-ce que la timidité, c'est inné ou c'est acquis? Est-ce qu'on est timide ou bien on le devient? Moi, je vais dire plutôt qu'on le devient. Et en fait, on le devient parce que tout dépend de l'environnement dans lequel est né cet enfant, les expériences de vie qu'il a eues, les parents qu'il a, l'école où il a été mis, la nounou qu'il a eue ou pas. Souvent, on se rend compte que quand on devient timide, il y a c'est comme
on garde en tête des expériences qui ont fait en sorte que ce regard a blessé. Est venu mettre en doute l'enfant sur lui-même. Le regard de l'autre. De l'autre. Par exemple, on peut avoir... souvent, on va dire que l'enfant timide, il y a le rapport des parents avec lui. Il y a des parents, par exemple, qui sont surprotecteurs. Ok. Et puis après, on a l'autre parent qui est très... des parents très forts, très dominants. Mais le surprotecteur, par exemple, le parent surprotecteur va faire en sorte que ses enfants n'expérimentent pas beaucoup. Dès qu'il veut essayer de faire quelque chose, attention, attention, et tu as la maman qui a peur, elle ne laisse pas l'enfant expérimenter. Et donc, plus l'enfant avance en âge, plus la maman le met en garde, plus lui, il comprend que le monde est dangereux. Rappelons-nous qu'on a dit que la timidité, c'est mon regard de l'autre sur moi. Donc, si ce monde est dangereux, donc je ne veux surtout pas expérimenter. Donc, je vais rester en retrait, caché. Et puis, si ma maman, elle a peur, c'est que vraiment, c'est dangereux. À l'inverse, on a aussi une autre forme de timidité, c'est quand les parents sont extrêmement dominants et qu'ils imposent. Ils ne donnent pas beaucoup le droit à l'enfant de donner son avis, de l'écouter, d'échanger. Donc, on va lui demander juste de faire. Et bien, à un moment donné, puisque l'enfant n'est pas invité à la réflexion, il commence à douter de lui et il fait ce qu'on lui demande et ça le renferme sur son regard et l'image qu'il a de lui. Et c'est pas plutôt de la confiance en soi? Entre autres. Mais c'est pour ça que je dis c'est très lié, oui. Mais c'est les signaux qu'on va voir en fait. Si vous voulez vraiment une différence entre la confiance et la timidité, les signaux de la timidité sont vraiment cette peur. Vraiment, tu sens que c'est vraiment une peur, une incapacité de. La confiance, c'est plutôt des doutes, si vous voulez. Vous parlez de peur, c'est peut-être la manifestation. Oui, Mariam. Je veux compléter un petit peu. Alors oui, par rapport à l'inné et l'acquis. Par rapport à l'inné et à l'acquis, effectivement, c'est beaucoup d'acquis. Mais récemment, il y a eu des études qui ont été faites à Harvard et ils ont trouvé que 15 à 20% des enfants à la naissance avaient des prédispositions à la timidité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sensibilité plus élevée que d'autres par rapport à l'environnement. Donc, les causes, on dirait, c'est acquis, comment, à travers quoi il peut apparaître. Comme a dit Ibtissam, ça peut être l'expérience avec les parents ou le fait d'avoir un parent qui est déjà, lui, timide. Et qui nous transmet cette timidité, cette peur du regard, cette peur de l'autre, cette peur d'ouverture vers le monde. Ça se transmet verbalement ou par l'attitude? C'est de l'attitude, c'est du verbal, c'est un tout. Parce que parce que quand on est avec un parent, un enfant avec son parent, il apprend de tout. Chaque minute qui passe à côté de son parent est un apprentissage. Donc, c'est comment il parle aux autres, comment il réagit face aux autres, comment il réagit quand moi, enfant, je dois aller vers les autres. Donc, c'est un tout. Il y a les parents timides, on a les parents, comme elle a dit, surprotecteurs, on a des parents trop sévères. On a aussi maintenant de plus en plus, on le retrouve, des parents qui idéalisent énormément l'enfant. On est devant l'enfant roi. Et donc... ça met de la pression? Ça met beaucoup de pression. Ça met beaucoup de pression sur l'enfant. Et on ne sait pas comment faire. Et puis, les attentes de papa et de maman sont énormes. Est-ce que je vais être à la hauteur ou pas? Donc ça crée ces questionnements par rapport à mon image. Absolument. Il y a d'autres éléments qui sont aussi des facteurs d'évolution ou de développement de timidité, c'est l'environnement. Nous, on a tous vécu dans un environnement de chouma, il ne faut pas faire attention. La culture. L'autre, exactement. Fais attention à l'autre, ne va pas avant les autres. On va dire que tu es effronté, on va dire exactement. Et c'est très culturel parce que dans des pays comme le Japon, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait tout bizarre. Alors, au Japon, 90% des gens disent qu'ils sont ou timides ou ont été timides à cause de leur culture, parce que il faut pas se mettre trop en avant, il faut être modeste, il faut respecter l'autre, mais à un niveau qui est extrême. Donc c'est tout le développement de ma personnalité qui se remet dans mon environnement. Exactement, qui se remet en doute.
Autre chose, les événements vécus. On peut avoir des événements qui ont été capitaux dans notre vie. Ça peut être une mort subite, ça peut être une personne qui se ridiculise devant une grande assemblée. Ça peut être... Il y a des moments qui nous marquent, qui peuvent engendrer une timidité. On les gère tellement mal, on les accepte pas, que ça peut nous pousser à nous renfermer, à développer cette timidité. Exactement. Pas uniquement chez l'enfant. Plus chez l'enfant. Parce qu'au fait, les périodes les plus sensibles sont la petite enfance et l'adolescence. C'est les périodes où notre personnalité est en pleine construction. À la petite enfance, on est en train de s'ouvrir vers découvrir le monde. C'est quelque chose, tout est nouveau. Et à l'adolescence, on est en train de se chercher notre propre place, notre propre personnalité. Il ne faut pas qu'il y ait d'égratignures, il ne faut pas qu'il y ait de fêlures. C'est des périodes qui sont sensibles. Assez sensibles. Après, ça peut passer. Oui. Et ça passe dans beaucoup de cas, mais si la timidité persiste à l'âge adulte, s'installe absolument. Là, il faut aller chercher plus loin. Parce qu'il y a des choses qui peuvent la renforcer, en fait, cette timidité. Alors, on va y aller petit à petit. Mais si vous permettez, avant, vous parlez d'expérience de vie. Et en même temps, quand on parle de petite enfance, on se dit, la petite enfance, eh bien, quelle expérience de vie a-t-elle? Un enfant de 3 ans qui est déjà timide, est-ce qu'il a un vécu qui fait qu'il est devenu ce qu'il est? D'abord, et donc ce qui permet de poser une première question, à partir de quel âge on peut dire qu'un enfant est timide? Est-ce qu'il ne faut pas se précipiter? Est-ce que c'est normal qu'à un certain âge, les enfants, par exemple, aient peur des étrangers, donc se cachent? Ça, c'est plus de la peur que de la timidité, oui. Et ça pourrait être considéré comme de la timidité. En fait, on va pas parler de timidité et mettre ce mot, parce que ce mot, c'est un mot fourre-tout, en fait. Et on va éviter justement de tomber dans l'erreur du tout venant, qui est d'étiqueter un enfant. On va essayer si on voit des traits de timidité, c'est plus un enfant qui va se cacher, qui refuse d'aller à l'anniversaire tout seul, qui a des peurs plus que normal, qui va avoir des blocages. Les expériences de vie, comme disait Myriam tout à l'heure, il y a un environnement dans lequel nous naissons. Par exemple, tu disais tout à l'heure, quand on est dans une famille où on est un petit peu tous dans la réserve, les parents n'invitent pas trop, il n'y a pas trop de flux à la maison, il n'y a pas beaucoup d'enfants, on ne voit pas beaucoup d'autres cousins, cousines, les parents n'osent pas prendre la parole. Donc, il y a une espèce de mimétisme qui se met en place, qu'on le veuille ou non. Nos enfants, en fait, ils absorbent ce qu'on fait. Absolument. Donc, et quand on a eu une expérience traumatisante où il y a eu une violence physique ou psychique sur l'enfant, ça peut être verbal, une violence, ça peut traumatiser parce que ça peut amener l'enfant à faire une conclusion hâtive que l'adulte est dangereux. Donc, je me retire. Et progressivement, il y a des petites expériences comme ça, surtout si elles s'accumulent, qui vont faire qu'il va s'installer dans une forme de timidité. Mais cette timidité, elle évolue avec le temps. La timidité à l'enfance n'est pas la timidité de l'adolescence, n'est pas la timidité de l'âge adulte. On va voir les manifestations, mais est-ce que c'est normal qu'à un certain âge, pendant la petite enfance, que l'enfant se cache? Est-ce que nous, on pourrait considérer comme de la timidité, le fameux petit geste derrière les parents? Considérer ça comme de la timidité, ça serait un peu trop. L'enfant en bas âge, il a besoin de cette assurance, de cette sécurité que lui procure le papa ou la maman. C'est son seul monde, c'est tout ce qu'il connaît, c'est l'ensemble des personnes généralement qui connaît du monde. Donc, quand on est dans cette position de parent qui transmet de l'assurance à son enfant, qui rassure l'enfant, qui lui dit, voilà, tu es en sécurité, je suis là, tu peux aller découvrir le monde, tu peux t'ouvrir vers le monde, tu peux aller jouer avec le petit ami, le petit copain qui est là-bas, je suis là, je te rassure. L'enfant a besoin de se sentir, c'est comme une petite corde, voilà, qui le rattache à son parent, ça le rassure et ça lui permet cette ouverture. Alors que quand on trouve des enfants qui sont dans cette étape, dans cet état de fermeture un peu, et qu'on va trop les brusquer, là on peut déclencher des choses
comme de la timidité, parce que il faut toujours caresser l'enfant dans le sens du poil et aller dans le sens de l'enfant. Alors, tout dépend de l'attachement. En fait, si en termes psychologiques, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécure ou l'attachement insécure. C'est quoi la différence? L'attachement sécure, c'est quand on n'est pas dans le rapport fusionnel qui fait que les parents avec l'enfant n'arrivent pas à se séparer. Il faut arriver à travailler sur cet attachement qui est la bonne distance. Tu peux aller, sache que je te regarde, mais on n'est pas obligé de rester en connexion visuelle. Tu peux t'éloigner, j'ai confiance en toi, et j'ai confiance en cet attachement et ce lien qu'on a entre nous. Mais certains parents dont je parlais tout à l'heure, les surprotecteurs ou les trop sévères, par exemple, ne vont pas mettre en place cet attachement-là. Du coup, mais cet attachement, il se met en place naturellement? Où on le verbalise, on l'exprime. Il se met en place, en fait, c'est naturel, l'attachement, c'est toute l'expérience de vie de parents qui s'apprend au fur et à mesure du temps. Mais chaque parent a ses blessures, son histoire, on ne juge pas. Chaque parent a son histoire et avec son propre vécu qui fait qu'il va s'attacher avec son enfant selon ses propres armes, ses propres outils. Et donc, forcément, il fera comme il peut faire. Alors, en même temps, vous l'avez dit, les causes de la timidité sont différentes, l'environnement, les parents, le profil des parents et tout ça. Alors, comment savoir que mon enfant souffre de timidité? Si, par exemple, moi-même, je suis timide, ou si moi-même, on va dire, je considère que l'extérieur est dangereux, donc on va dire que sa timidité, en quelque sorte, peut me rassurer. Je peux me dire, bon, ben, c'est normal, il est comme moi, il a peur des autres, mais... Si on devait avoir un peu plus de recul et de lucidité, et c'est ce qu'on demande aux téléspectateurs aujourd'hui, c'est comment savoir que mon enfant souffre de timidité, parce qu'il y a une souffrance peut-être. Il y a un dicton marocain qui dit les khafinja, celui qui a peur reste en sécurité. Absolument. Ça résume un petit peu ce que tu viens de dire, parce que pour une personne qui a cette peur déjà profonde, parce que s'il est déjà adulte et cette peur persiste, c'est que là, c'est vraiment problématique. Il y a matière à travailler et à creuser, à voir où sont les blocages et qu'est-ce qu'il y a à dénouer. Il faudrait aller travailler dessus. Mais en plus, si je vois que mon enfant, en fait, c'est pas toujours rassurant. Un parent qui est timide, il ressent le malaise de sa timidité. Il l'a toujours vécu. Donc, en même temps, il n'a pas vraiment envie que son fils ou sa fille passe par la même expérience douloureuse, mais en même temps, ça le rassure un peu parce que c'est des comportements qu'il connaît. Et pour lui, ça va protéger son enfant de ce jugement externe dont lui-même a peur. Ça lui évitera d'avoir le malaise du jugement des autres. Mais en fait, il y a des degrés là encore. Oui. Bien sûr, bien sûr. Parce que tu peux avoir un enfant qui juste a peur et après tu verbalises avec lui et ça l'aide à dépasser. Donc là, on ne va pas parler de timidité, mais on va parler de timidité quand on est, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est face à des blocages, une incapacité de faire, de prendre la parole, de réciter une poésie quand la maîtresse nous le dit, d'aller jouer avec les camarades et d'aller rentrer dans un groupe de jeu, d'aller à un anniversaire, ce que je disais. Les mêmes mois. Et surtout, il y a aussi une autre étape, c'est quand l'enfant commence à somatiser, quand son corps commence à parler, qu'il commence à avoir des maux de tête, des maux de ventre, des choses comme ça, qu'il rougit, le rythme cardiaque qui bat à 100 à l'heure. Là, c'est des signaux qui deviennent de plus en plus importants. Mais il y a des petits signaux, il y a des gros signaux. Mais les petits signaux, il ne faut pas les laisser passer aussi, parce que les petits signaux, ils peuvent se renforcer, devenir un peu plus profonds. Ces premiers signaux. Alors, quand il y a les premiers signaux, il ne faut surtout pas dire, Myriam, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi, surtout pas dire, mais tu es timide, ne fais pas ton timide, mais dis bonjour, non, surtout pas. Le mot timide ne doit pas sortir, parce que c'est une étiquette, comme un tatouage que tu mets sur la tête de l'enfant, et après, c'est très difficile de l'enlever. Par contre, il faut essayer d'inviter l'enfant à faire autrement, lui ouvrir les champs des possibles, lui donner des codes, parce que l'enfant qu'on dit timide, en fait, il n'a pas forcément les codes sociaux. Il les a pas forcément intégrés. Mais si vous permettez, on va décortiquer tout ça, parce qu'on va dire c'est vraiment le corps du sujet. Les premiers signaux, ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Quand l'enfant, tout bébé, il ne se sépare pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'attachement. Impossible de se détacher de la cuisse de maman, par exemple. D'accord. C'est un exemple. Alors ça, comment on le gère, par exemple? On va inviter, on va faire les choses progressivement, lui dire, tu sais, je suis là.
je suis là à 3 mètres, je suis là à 1 mètre, je suis Mais on là. ne dit pas, je suis là, ne sois pas timide? Non, surtout pas. Le mot timide ne doit pas sortir. Sortir. Je suis là, Je et suis là, confiance. n'aie pas peur. La situation dans laquelle Non. tu es n'est pas dangereuse. Il doit l'entendre de notre bouche en tant qu'adulte que ce n'est pas dangereux. Tu penses que c'est dangereux, mais ce n'est pas dangereux. Je comprends que tu puisses ressentir un danger, mais je dénoue avec toi et je déconstruis ce sentiment de danger. Et puis, je voudrais dire, on ne va pas faire cet exercice dans un environnement qui est encore plus insécurisant. Si on veut faire cet exercice-là, on va commencer à le faire dans nos foyers. Mais si à la maison, il se sent bien, il se sent en sécurité. Il se sent en sécurité, mais si j'ai des invités qui arrivent, l'enfant timide ne va pas se sentir en sécurité. Il va se cacher derrière maman et papa, il va se mettre sa petite carapace. Alors, ça peut être... si j'ai des invités et qu'il y a un petit enfant qui arrive avec eux, ben pareil, je vais l'inviter, mais doucement, à aller peut-être montrer ses jouets à ce petit garçon ou à cette petite fille, à se mettre juste à côté. Donc lui expliquer, mais dans son propre environnement. Exactement. D'abord, c'est plus rassurant. L'accompagner, en fait. Aller avec lui et le faire avec lui dans la première étape, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Et viens, surtout, on va lui montrer ta chambre, viens, on va... Ça, c'est vers je quel âge? préférerais même que ce soit à côté des parents. Comme elle a dit, à 1 mètre, à 2 mètres, c'est plus rassurant pour l'enfant. Et petit à petit, au fur et à mesure, je vais le pousser à s'éloigner. Ben maintenant, vous pouvez aller vers la chambre. Ça peut ne pas se faire en une fois, ça pourrait se faire en 3, 4, 5, 10 fois. Parce qu'en fait, il y a des parents qui banalisent et ils vont dire... Ouais, ça y est, ouais, tu exagères, arrête de faire ton timide. Tu as les invités qui arrivent, ouais, dis bonjour, fais un bisou. Non, justement, l'enfant timide, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. On ne force pas un enfant timide à faire un bisou. Par contre, on va lui dire comment toi tu voudrais dire bonjour. On lui pose la question avant que les invités n'arrivent, par exemple. Par exemple, mais on se met d'accord. Je sais que c'est difficile pour toi de faire un bisou, tu ne veux pas, j'entends. Mais comment tu voudrais dire bonjour? Juste comme ça, en coucou? Ok, mais tu dis bonjour. Parce qu'on a envie de lui transmettre quand même certaines règles d'éducation. Bien sûr. Les jeux et tout ça, c'est ce que tu disais, Myriam, c'est progressif. Mais ça, c'est vers quel âge, en fait, qu'on peut Ça peut commencer très tôt. Très tôt, 1 an, 2 ans? Oui, c'est ça. Mais avant, en fait, on va dire avant 1 an, c'est pas possible, ou avant 1 an et demi, c'est pas possible? Bah, s'il n'est pas debout déjà, s'il ne marche pas, s'il ne peut pas aller, s'il est juste assis dans un cosy ou sur sa chaise haute, bah, difficilement il ira vers les gens. Mais les gens peuvent venir vers lui. Mais on ne va pas parler de timidité à ce moment-là. On va parler d'attachement sécure, insécure. Bien sûr. Mais la timidité, c'est quand il y a les rapports sociaux et on en parle le regard de l'autre. À partir de 18 mois, de 18 mois et plus. Mais c'est progressif, c'est-à-dire que vraiment ce terme ne sort pas, ne devrait pas sortir aussi vite. Aussi vite, absolument. Parce qu'en en plus, ça peut partir tout seul. Je peux me sentir, moi, enfant, à un certain moment de mon enfance, un peu plus insécure. Ça peut être pour plusieurs raisons. Je peux avoir, je ne sais pas, il peut y avoir des problèmes à la maison et que l'enfant ne soit pas... Ça peut venir aussi de l'école, des camarades. Oui, et des professeurs. Et des professeurs. Quand, par exemple, certains enfants se liguent contre un enfant, ça peut créer de la timidité. Les enfants peuvent être très cruels. Absolument. Mais ça, on grandit un petit peu. On ne va pas trouver ça en maternelle, ça va être plutôt à partir du CP. Tu peux même le trouver en maternelle, mais justement la responsabilité de l'adulte professeur à ce moment-là est d'être regardant, donc d'être observateur et d'aider l'enfant à comprendre qu'est-ce qui fait que ses enfants t'agressent un peu et aller vers les, entre guillemets, agresseurs et essayer de dénouer quelque chose qui se passe dans ce lien. Donc de dénouer. Encore une fois, je dis, on met en place des codes sociaux. C'est des exercices, c'est codes sociaux, c'est voilà, il t'a fait ça parce que pour lui c'est ça. Et donc on apprend à l'enfant à se mettre à la place de l'autre, à regarder la vie, à ne pas avoir que sa vision à lui. Tu peux avoir une autre vision, tu vois, ton copain, lui, il s'est dit ça, mets-toi à sa place. Et après on dénoue, mais le rôle de l'adulte est important à ce moment-là. Parfait. En tout cas, on continue la discussion, mais juste après une courte pause. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Partie de notre discussion avec les spécialistes Btissam Benjelloun et Merim Zaim, sans oublier tout à l'heure le point sur
ces allergies respiratoires qui sont dues en fait à nos intérieurs. On vous expliquera tout ça en détail avec le docteur Amine Hissino-Erel. Mais pour la suite, mesdames, le point sur la timidité de l'enfant, une timidité qui doit être prise en considération et prise en charge pour éviter justement que ça ne se développe en quelque chose de beaucoup plus profond et négatif à l'âge adulte. Les signaux d'alerte, on en a parlé. Il faut vraiment qu'on parle des conséquences quand ce n'est pas bien repéré par les parents très tôt. Vous l'avez dit, une timidité peut passer, mais une autre peut véritablement s'installer. Elle peut s'installer très tôt et suivre la personne, on va dire, jusqu'à l'adolescence. Si on devait prendre le cas de l'adolescent, c'est un peu compliqué parce que l'adolescence est d'elle-même difficile. Il y a un changement, il y a des changements hormonaux, enfin toutes les choses qu'on connaît, changement dans le tempérament de l'enfant. Et puis, est-ce qu'on peut passer sous silence une timidité? Est-ce qu'on peut se tromper en disant, bon, il a changé de comportement, c'est parce qu'en fait, il est en pleine crise d'adolescence. Il ne parle pas, oui, ben, c'est un ado, c'est normal. On banalise, en fait. Est-ce que ça arrive? C'est des choses qui arrivent? Oui, ça arrive. C'est dangereux? Dangereux, ça dépend, parce que ça pourrait passer, ça pourrait finir par passer. Mais si ça ne passe pas, si on voit que ça persiste, ben, l'idée c'est d'aller chercher ce qui se passe et d'accompagner cet enfant, parce que même si c'est un adolescent, c'est encore un enfant en pleine croissance, en pleine recherche de sa personnalité. Il faut lui tenir la main et aller voir qu'est-ce qui se passe et chercher. S'il faut aller consulter, on va consulter et on trouve la cause et puis on met solution à ça. Surtout que pendant l'adolescence, tu peux avoir des enfants qui compensent leur timidité. Ça veut dire quoi, on compense? Ça veut dire qu'il va la masquer. On peut avoir un petit enfant qui était timide, qui était plutôt dans la peur et qui va progressivement développer le contraire. Donc, au contraire, afficher une super confiance en soi. Mais c'est bien ou pas? Ben non, parce que c'est un faux self, c'est un faux moi. Ouais. Je vais commencer à montrer que j'ai hyper confiance en moi, presque même de l'agressivité, bagarreur, alors qu'au fond, en fait, il est mort de trouille à l'intérieur. Mais donc, c'est un faux self. Et grandir en faux self, c'est pas forcément c'est pas le bonheur, quoi, non plus, parce que c'est pas moi. Ça peut expliquer certains mauvais comportements d'adolescents? Cette timidité parfois, cachée? C'est pas tous les enfants qui étaient timides qui vont compenser, mais ça peut l'être, parce qu'il faut effectivement se méfier. Des fois, on a des enfants agressifs, mais qui ne sont pas c'est pas les enfants agressifs tout venant comme on l'entend. Ça peut cacher autre chose. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, ça cache souvent quelque chose. Oui, et quand ce n'est pas pris en charge, donc vraiment, on a commencé de la petite enfance, adolescence, jeune adulte. L'idée de toute cette thématique, c'est bien sûr que l'enfant vive de façon sereine, mais aussi d'en faire un adulte serein. Quand ce n'est pas pris en charge, est-ce que ça se répercute à l'âge adulte sur la personne? Oui. Beaucoup, parce que quand ça n'a pas été pris en charge, ça veut dire que ça se maintient. Et ça veut dire qu'après, par exemple, dans la relation d'un homme avec une femme, quand c'est un homme, il va avoir peut-être, ou une femme, ils vont avoir du mal à trouver le compagnon de vie, par exemple, parce qu'ils ne vont pas vers la rencontre, ils sont hyper timides, ils ont peur du regard de l'autre, donc de cette femme ou de cet homme sur eux, et comme ils se dévalorisent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, donc ils ne vont pas prendre le risque d'aller vers l'autre. Donc la rencontre amoureuse est difficile. Il y a aussi au niveau professionnel. À l'âge adulte, quand on est très timide, eh ben, on ne gravit pas beaucoup les échelons. On voit beaucoup des adultes qui stagnent. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils parlent peu d'eux. Ils sont très discrets. On ne les remarque pas. Ils ne disent pas ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils ne savent pas faire. Du coup, on les oublie, ils ne se mettent pas en valeur. Et ce n'est pas à eux qu'on va penser quand on va vouloir donner un certain poste. Okay. Alors que c'est très pesant parce qu'on est dans une société et une époque où plus on se met en valeur, plus on a ses capacités sociales, plus on est dans l'ouverture, plus on peut gravir les échelons, comme elle a dit, et évoluer. Donc, c'est pas par manque de compétences, mais c'est juste que c'est des personnes qui perdent complètement confiance en eux. Et ça serait dommage de laisser passer ça. On laisse passer peut-être aussi parce qu'on banalise en tant que parent, en tant qu'adulte, la timidité. Et donc,
oui mais c'est pas grave, il est timide, ça va lui passer, mais arrête de faire ton timide. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est un point qui est extrêmement important. Moi, en consultation, ce que je vois venir vers moi au cabinet, c'est plutôt quand la timidité, elle devient handicapante. Oui. Mais on pourrait recevoir bien avant, en termes de prévention, l'école, justement, peut signaler des enfants qui ont des prémices de timidité ou de réserve et faire en sorte que les parents aillent... Mais à ce moment-là, est-ce qu'on ne consulterait pas pour un oui ou pour un non? Pardon, excusez-moi, je m'explique. Vous l'avez dit, certains enfants sont de nature réservée. C'est leur tempérament, ils sont comme ça. On ne peut pas tous être pareil, avenant, festif. C'est OK si elle ne le fait pas souffrir. On va consulter quand il y a la notion de souffrance, quand il n'y a pas le bien-être. À partir du moment où il y a un mal-être, on consulte. Quand ça va, ça va. Si on se retrouve avec un enfant qui n'arrive pas à passer au tableau, qui n'arrive pas à prendre la parole dans la classe, qui est tout le temps dans la timidité, avec le regard en bas, on sent qu'il y a un vrai malaise. Là, il faudrait aller voir parce que ça peut amener à un échec scolaire, ça peut amener même à un décrochage carrément scolaire. Et ça s'alimente en fait, c'est un cercle vicieux, ça s'alimente. Oui, et si l'enseignant ne prend pas aussi cette sensibilité, cette timidité en considération, ben, il pourrait mal réagir et comme tu dis, ça pourrait alimenter encore et encore. Mais avant d'aller consulter, il y a des choses à mettre en place. C'est ce que je fais, par exemple, moi, en tant que psychologue en milieu scolaire, quand je vois des enfants qui sont dans cette réserve, peut-être timidité, eh ben, je vais inviter les parents dans une forme de guidance parentale à mettre en place des choses. Par exemple, le valoriser plus, lui donner la parole, le faire exprimer un peu sur ses besoins. Donc, il y a tout un travail à faire en termes de guidance parentale pour que l'enfant évolue et fasse évoluer, sorte un peu de cette timidité. Mais si, après qu'on l'ait aidé et que vraiment on le valorise, qu'on le mette en confiance, qu'on va avec lui, comme on a dit tout à l'heure, progressivement dans ses difficultés de vie et que ça ne change pas, il n'y a pas de mal à demander de l'aide et à aller consulter un psychothérapeute. OK. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'adultes, enseignants, parents, et qui, en fait, alimente encore plus ce sentiment de timidité, nos faux pas, on va dire, avec les enfants? D'abord, ça pourrait être, mettre une étiquette rapidement sur un enfant. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Ou non, ne faites pas attention, c'est un enfant timide. Ça devient comme quelque chose de banal et puis ça met encore plus ce poids sur cet enfant. Lui, il est en train de vivre un malaise, on est en train de diminuer ce malaise et de mettre le regard en plus en même temps sur lui, c'est très, d'augmenter ce très malaise. Complexe. Ouais. Oui, ça augmenterait d'autant plus son malaise. Tous les comportements qui pousseraient à un développement de timidité seraient à éviter. Tout ce qu'on a dit auparavant, des parents surprotecteurs ou des parents trop sévères qui castrent un peu l'enfant dans son élan d'aller vers la découverte du monde. Mais ça, c'est pas évident pour les parents qui sont comme ça dans cette forme d'angoisse parce qu'ils ne le font pas exprès. C'est une prise de conscience. Il le faut. Il le faut. Moi, je dis... Oui, mais justement, mais j'en profite pour rappeler que c'est pas facile. Si les parents sont surprotecteurs, c'est qu'eux-mêmes sont dans une forme de souffrance. Moi, je dis... Excusez-moi. Moi, je dis toujours qu'être parent, c'est un métier et qu'on devrait apprendre à être parent. On apprend à conduire une voiture, on a besoin d'un permis pour conduire une voiture. Vous animez des ateliers dans ce sens, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a un apprentissage. On ne naît pas, ce n'est pas aussi instinctif. Oui, c'est instinctif. Il y a de l'instinct, mais il y a beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'apprentissage. Et justement, j'invite les téléspectateurs à voir et à revoir sans modération toutes les émissions d'Onzito qui sont vraiment pensées dans ce but-là et dans cet objectif-là sur notre site mediantv.com. Moi, je reste avec vous. Merci beaucoup, mesdames. Je rappelle, Tissem Djoulom, psychologue, et puis Madame Zaïm, coach familial. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour l'interview santé. À tout de suite. Et on y va
va tout de suite pour notre interview santé avec vous, le docteur Amine Hsissine. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous êtes médecin ORL. Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Et le point avec vous sur ces allergies respiratoires qui augmenteraient. Et en fait, on va vraiment parler avec vous des causes qui viennent de la maison, du foyer, du domicile. Alors, on entend beaucoup de personnes dire « je fais une allergie ». Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a de plus en plus de diagnostics d'allergie ou il y a de plus en plus d'autodiagnostics d'allergie? Eh bien, je vous remercie pour l'invitation d'abord, parce que c'est un sujet qui est important effectivement. Et ce que vous dites, en fait, la réponse, c'est que les deux sont exacts. Okay. Il y a de plus en plus d'allergies et donc de plus en plus de diagnostics, mais il y a aussi, comment dire, il y a aussi un côté, les gens, bon, c'est-à-dire vont prendre comme une allergie certaines réactions qui s'approchent et qui s'apparentent à l'allergie. Okay. Donc le principe de l'allergie, il est connu scientifiquement, mais on peut avoir des réactions qui sont assimilées à l'allergie. Parce qu'on se rend compte, en fait, en parlant avec les gens, les yeux rouges, le nez qui coule, larmoiement. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit la personne? Non, non, c'est pas un rhume, je fais une allergie. Ouais. Voilà, donc c'est une forme d'autodiagnostic qui est aujourd'hui un petit peu banalisé. Le diagnostic a besoin d'être approfondi, effectivement. Donc il y a certains critères qu'on doit absolument soulever et repérer pour pouvoir... parce que qui dit allergie dit prévention, dit traitement, etc. Donc il faut approfondir le diagnostic et bien le pointer pour pouvoir traiter correctement le patient. Donc il faut aller au-delà en fait, justement de ces simples sensations. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens, par un petit peu culture générale, peuvent savoir ou ressentent ce que c'est qu'une allergie parce qu'ils vous disent à chaque fois que je rentre dans telle pièce, ou à chaque fois que je touche telle matière ou que je mange telle chose, j'ai cette réaction, j'ai le nez qui se met à couler, c'est pas un rhume. Le rhume, c'est d'autres choses, c'est une infection, c'est la fièvre, c'est la fatigue. Et quelqu'un qui est allergique, non, c'est sa vie. Il est tout le temps comme ça, tout le temps le nez qui coule. Alors justement, une allergie respiratoire, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est une réaction de défense exagérée de votre système respiratoire. L'allergie, elle repose sur des systèmes de défense de l'organisme qui sont des systèmes naturels, mais chez les gens allergiques, ces systèmes sont exagérés et donc vont produire des symptômes qui sont excessifs et qui, au contraire, vont devenir par la suite, bien entendu, malveillants pour le patient. Et ça se manifeste comment? Eh bien, pour l'allergie respiratoire, je vais parler un petit peu de ma spécialité, c'est la rhinite allergique ou la pharyngite allergique, c'est les démangeaisons, c'est le nez bouché, c'est le nez qui coule, c'est les éternuements, c'est les yeux rouges et c'est la gorge qui pique. Grosso modo, c'est ça les symptômes. Et qu'est-ce qu'il manque, la fièvre, pour que ce soit un virus? Non, le virus, c'est autre chose. La fièvre, le virus, c'est l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue, c'est les courbatures, c'est effectivement la fièvre. Les salves d'éternuement ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, la fièvre va durer 3 jours, 4 jours et va s'arrêter. Ça vient dans un contexte de contagion, dans des saisons particulières. Donc, il y a des petites différences. Mais si vous voulez, les éternuements de la personne allergique, vous pouvez faire une quarantaine d'éternuements non-stop. Il y a des gens qui vous rapportent ça jusqu'à en devenir fou. Donc, des fois, l'allergie peut être très, très handicapante pour les patients. Ça, c'est vraiment comme vous venez de l'expliquer, dans vraiment, on va dire, presque un cas extrême. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des manifestations d'allergie respiratoire qui pourraient être semblables au rhume? Oui. Alors, déjà, le rhume, on l'appelait auparavant, l'allergie, on l'appelait auparavant le rhume des foins. Oui. Voilà, c'était l'appellation de nos grands-parents, parce que le rhume, c'est une rhinite, c'est-à-dire une inflammation de la fosse nasale, et l'allergie, c'est une rhinite, c'est une inflammation de la fosse nasale. Sauf que le rhume, c'est une inflammation aiguë qui va venir comme ça brutalement, accidentellement, on va dire, et l'allergie, c'est quelque chose que vous connaissez, vous savez que vous allez l'avoir plusieurs fois par an. Parfois, vous pouvez même pointer la date où ça va commencer, la maison où ça va commencer, la chambre où ça va commencer. Vous savez que vous allez rentrer dans telle chambre, vous allez commencer à éternuer. Les patients arrivent vraiment à cette précision-là. Souvent, exactement. Souvent, ils ont ça, oui. Ils vous disent en rentrant au bureau, dès qu'on met la clim, je me mets à éternuer. Alors, est-ce que c'est une maladie, on va dire, d'enfance et qu'on va traîner, ou ça peut se déclencher à n'importe quel âge? Alors, ça peut se déclencher à n'importe quel âge, mais vous n'avez pas tort de dire que c'est une maladie de l'enfance parce que dans l'immense majorité des cas, c'est génétique. D'accord. Alors, on peut avoir génétique héréditaire, c'est-à-dire vous l'héritez de vos parents, mais on peut avoir génétique, ce qu'on appelle un phénomène épigénétique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous évoluez dans l'âge, votre génétique peut être un petit peu modifiée. Et donc, vous l'acquiescez vous-même et vous pouvez éventuellement la transmettre par la suite. Et qu'est-ce qui modifie ma génétique? C'est votre environnement. D'accord. Par contre, là, c'est typiquement l'environnement. Ce que vous mangez, ce que vous respirez, comment vous vivez, etc. Alors, justement, ça nous amène aux intérieurs, à nos intérieurs, nos maisons, docteur Amine Hsissine. Quelles sont, on va dire, les principales causes d'allergies respiratoires dans les maisons? Eh bien, c'est, on va dire, 3 ou 4 grosses causes. C'est les acariens.
Oui. C'est l'humidité, c'est les moisissures qui sont des champignons, c'est la poussière de maison. C'est les 4 peut-être grosses causes qui apparaissent après. Vous pouvez être allergique à tout ce qui existe dans votre maison. Vous pouvez être allergique les produits de nettoyage. Vous pouvez être allergique au tapis, vous pouvez être allergique à la laine, vous pouvez être allergique à un tissu, vous pouvez être allergique à tout ce qui existe à la maison, à l'eau. Donc on peut être allergique à tout. L'eau du robinet ? C'est possible? C'est extrême, ça existe. Il y a des gens qui ont des allergies. C'est des allergies cutanées ou respiratoires? Cutanées. Cutanées, pour rester dans le respiratoire, on va dire, on est plus dans ce que je viens de vous citer, mais certaines allergies alimentaires peuvent donner des allergies respiratoires. Le lait de vache peut donner des crises d'asthme, peut donner des rhinites, peut donner des sinusites. Donc on peut avoir des réactions à certains aliments comme ça, chez certaines personnes, bien entendu, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes qui ont cette sensibilité-là, qui vont se développer des allergies assez importantes donc à certains aliments. Alors vous avez parlé respiratoire, bien sûr. Vous avez parlé des acariens, vous avez parlé de la poussière, vous avez parlé de moisissure et humidité. Oui. On ne peut pas lutter contre l'humidité. Quand on vit dans une ville côtière, par exemple, la poussière, on va dire, même dans le meilleur des mondes, en faisant sa poussière au quotidien, il y a quand même des particules. Les acariens, ils vivent avec nous, dans la literie. Qu'est-ce qui reste, les moisissures? Pareil, les moisissures vivent avec nous, mais en fait, ce qui est important, c'est que vous pouvez effectivement pas tout éliminer de votre vie, mais vous pouvez en diminuer la quantité. Et en fait, tout est question de quantité. Ce n'est pas parce que vous avez respiré un grain de poussière que vous allez déclencher une crise d'asthme, mais le fait de ne pas avoir un tapis empoussiéré à la tête de votre lit, à côté duquel vous allez passer une nuit, va améliorer votre qualité de vie. Donc, par exemple, quand vous diagnostiquez une allergie respiratoire, qu'est-ce que vous conseillez à vos patients, docteur? Eh bien, il y a 2 choses. D'abord, quand on diagnostique une allergie, l'allergie est cotée. Elle est quantifiée. Aujourd'hui, au niveau des classifications qu'on appelle la classification de l'ARIA, qui classifie en bénigne, modérée ou sévère. Donc, à partir de là, on va vous donner un traitement plus ou moins important. Donc, à côté du traitement... C'est un traitement à vie? C'est un traitement qui est à vie. Mais je n'aime pas le présenter à mes patients de cette façon-là parce que ça leur donne l'impression qu'ils portent une maladie chronique. Ça l'est en quelque sorte. C'est vrai que ça l'est, mais en même temps non. C'est une façon d'être, c'est vous, c'est vous-même. Donc si vous le portez comme une maladie, vous allez le subir et le vivre comme une maladie. Par contre, vous pouvez l'adopter, comme la majorité des gens peuvent avoir un traitement qui reste relativement léger et qui peuvent avoir une qualité de vie qui est bonne, et ça reste quand même la majorité des gens, ils ne sont pas malades non plus. Il suffit en sortant par exemple le matin ou le soir de prendre son comprimé, de mettre un petit spray dans le nez et d'avoir une qualité de vie parfaite et sur le plan sportif et sur le plan professionnel, etc. Juste sur le plan sportif, on parlait en off de course. Notre grand champion Hicham Grouj est une personne allergique. D'accord. Et un des échecs était dû à une allergie qu'il avait découverte juste avant certains Jeux olympiques, qu'il a traité. 4 ans plus tard, il avait réussi les exploits, les doubles médailles d'or que tout le monde connaît. Donc c'est juste pour dire que ça n'empêche pas de vivre et d'être même performant. Donc c'est pour ça que je n'aime pas donner cette notion. Maintenant, c'est vrai que certaines personnes ont des symptômes qui sont autrement plus lourds. Et donc, pour revenir à ce que vous posiez comme question tout à l'heure, il y a bien entendu le traitement, mais il y a aussi l'amélioration des conditions de la vie. Aérer votre chambre, changer les matelas de temps en temps, aérer votre... De temps en temps, ça veut dire quoi pour le médecin? Je ne vais pas vous dire qu'il faut changer chaque année. Oui. Mais non, mais un matelas, quand il fait 4 ans, 5 ans, aujourd'hui il y a des matelas anti-acariens, quand il fait 4 ans, 5 ans, si vous avez un enfant qui est asthmatique, ça vaut le coup de faire cet investissement plutôt que de l'investir dans quelques hospitalisations en clinique. Une allergie respiratoire peut se transformer en asthme? Oui. Si elle est mal prise en charge? Oui, elle peut évoluer vers l'asthme, oui. Je vais même aller au-delà de ça. La rhinite allergique, dans 30% des cas, s'accompagne d'un asthme non diagnostiqué et 70% des asthmes sont accompagnés de rhinite allergique. D'accord. La proportion est quand même très importante. Et vous ne parlez toujours pas de maladie chronique? Parce que ça n'existe pas chez tout le monde. D'accord. Heureusement, ça n'existe pas chez tout le monde. Eh bien, docteur Amine Hessine, merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous êtes médecin ORL. On peut bien sûr revoir cette émission à nouveau sur notre site mediantv.com. Quant à moi, eh bien, je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée à la réalisation et diffusion de cette émission. Je vous retrouve prochainement. Petit à petit, on y arrive. Au revoir. Merci.